8h35, Ségolène Royal est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes assez silencieuse. Je suis très heureux de vous recevoir ce matin parce que le premier tour des législatives a été catastrophique pour la gauche, notamment pour le Parti socialiste. D'abord, est-ce que ce résultat vous a surpris ? Franchement. Oui, dans son ampleur. Il a surpris tout le monde dans son ampleur. Et pourtant, quand on y regarde de plus près, Oui. on voit au moins deux raisons. Il y en a sans doute plusieurs, mais les deux principales raisons, à mon avis, c'est que d'une part, il y a un système politique qui arrive à épuisement. Quel est ce système politique qui arrive à épuisement ? J'avais déjà d'ailleurs dit en 2007, si je peux me permettre, c'est que l'alternance verrouillée entre la droite et la gauche, qui ne répond plus forcément, en tout cas qui ne répond plus à tous les problèmes que se posent les Français, est à bout. Et dès lors qu'il y a une offre politique finalement de contestation, mais qui n'était pas aux extrêmes et qui était au centre, alors les électeurs se sont saisis de cette offre politique qui met fin à une alternance artificielle entre la droite et la gauche. J'allais dire une alternance confortable, une alternance paresseuse. On pensait que parce que la droite était au pouvoir, ensuite la gauche allait venir. Donc finalement, c'était pas la peine de se donner du mal. Je simplifie, mais en gros, oui, c'est un peu ça. Et le deuxième événement, quand même tragicomique, ça a été les primaires. Tant les primaires à droite que les primaires à gauche. Et donc, ainsi, ce système des primaires aussi qui est sans doute à revisiter, parce que ni à droite ni à gauche, les résultats, sans parler de tous les feuilletons que les Français ont subis avec consternation. Et donc, ces deux événements assez puissants, à la fois un événement structurant, un événement à court terme, ont expliqué la vague de dimanche dernier. Vous avez voté dimanche ? Vous avez voté pour un candidat En Marche, oui, ou pour un candidat socialiste ? Pour un candidat En Marche. Pour un candidat En Marche ? Oui, absolument. Pourquoi pour un oui. candidat En Marche ? Parce que c'était une bonne candidate. J'ai voté dans ma circonscription des Deux-Sèvres. Oui. C'était une bonne candidate. Donc j'ai voté pour elle, oui. À la présidentielle, vous avez voté pour Emmanuel Macron ? Oui, mais enfin, c'est pas le sujet. Non, mais d'accord. Oui, vous avez voté pour Emmanuel Macron. Oui, bien sûr, mais j'ai déjà dit. Mais c'est pas le sujet, là. Non, c'est pas le sujet, mais quand même. Oui, mais avançons. Alors avançons. Est-ce que la politique, aux yeux des Français, s'est arrêtée au soir du second tour de la présidentielle ? Je veux dire par là, des législatives qui suivent une présidentielle, un mois après, n'est-ce pas l'élection de trop ? Non, au contraire, c'est très politique ce qui est en train de se passer. C'est très politique. C'est très politique parce que, comme je le disais à l'instant, les Français se sont saisis d'une offre politique. Et Emmanuel Macron a compris l'époque dans laquelle nous étions, c'est-à-dire cet épuisement de l'alternance, d'une part, et cette inefficacité politique sur certains sujets majeurs. Notons qu'il y a quand même eu des choses positives qui ont été faites, il y a des choses efficaces qui sont faites, mais c'est vrai que les électeurs sont très exigeants et voient surtout ce qui ne fonctionne pas. Et puis il y a eu un épuisement général, il y a eu les attentats, il y a eu le 49.3, il y a eu les manifestations, donc il y a eu aussi une saturation finalement et le besoin d'avoir une solution d'apaisement. Or la solution qui est ni droite ni gauche, même si on pourra en reparler, la gauche je pense n'a pas disparu, apparaît comme une solution d'apaisement. Notons que cette solution d'apaisement va jusqu'à susciter une très forte abstention. Oui. Mais cette abstention, je pense, elle a été éminemment politique, cette abstention. Quand on regarde la carte de l'abstention et quand on regarde les catégories qui se sont abstenues, en particulier massivement les jeunes, les catégories en situation de précarité, les régions nord et est de la France, celles qui sentent le plus durement la désindustrialisation et la difficulté d'une société à inventer les emplois du futur, on voit bien que cette abstention, finalement, qui a frappé le Front National, qui a frappé la gauche, finalement, ces voix contestataires se sont dit, notre façon à nous de contester, c'est de ne pas aller voter, et donc de laisser faire, de donner sa chance, finalement, à cette nouvelle offre politique qui va peut-être changer les choses. Et nous verrons ce qui se passera. Voilà. C'est à peu près ça. Ségolène Royal, je vais revenir justement sur les conséquences de cette abstention. Mais le Parti socialiste, j'ai entendu ce matin, je recevais Gérard Filoche, qui était très dur avec François Hollande, avec Manuel Valls, avec Emmanuel Macron. Ils ont tué le Parti socialiste, disait-il. J'ai vu Martine Aubry dire à peu près la même chose, les frondeurs dire à peu près la même chose. Ce sont les responsables ? Ce
qui est responsable de l'effondrement du Parti socialiste, c'est d'une part les divisions et les conflits. Et ça, je crois que l'électorat ne supporte plus les divisions et les conflits au sein d'un même camp politique et la visibilité de gens qui ne s'aiment plus ou qui sont en conflit. Et vous voyez, même les expressions que vous venez de citer, c'est insupportable. Parce que soit on fait partie de la même famille politique et à ce moment-là, on se parle entre soi et on s'explique, mais les divisions qui ont été étalées depuis des années, c'est vrai aussi à droite, et ça, je pense, ça a aussi été un élément clé d'élimination des partis traditionnels où les Français veulent que quand ces partis existent, au moins qu'ils s'entendent et qu'ils discutent entre eux et qu'ils apportent des solutions et que ça soit sérieux et que ça soit paisible et que ça soit organisé et de ne pas d'étaler sur la place publique les divisions. Ça, c'est quelque chose de très important. Et quand est-ce qu'il y a des divisions ? Il y a des divisions quand il n'y a pas assez de travail idéologique, de refondation par rapport à la période que nous vivons. On vit aujourd'hui, c'est plus comme il y a 5 ans, c'est plus comme il y a 10 ans. Mais qui est responsable de la situation ? Donc il y a des mutations très fortes. Mais qui est responsable de la situation du PS aujourd'hui ? Mais je pense un peu tout le monde est responsable. Un peu tout le monde ? Un peu tout le monde. Et même les électeurs, d'une certaine façon, qui ont éliminé le PS. Donc de toute façon, la question... Oui. La question, il faut si les électeurs n'ont pas voté PS, c'est qu'ils n'ont pas trouvé des raisons de voter PS. Mais oui, d'abord ils ont assisté à cet épisode calamiteux des primaires. Ils ont assisté à des divisions aussi pendant 5 ans. Et puis ils se posent la question de savoir si le Parti socialiste a bien repensé notre époque. Parce que vous voyez, dans toute époque, il y a à la fois des fondamentaux dans les partis politiques qui ont justifié leur idéologie de base, et en même temps, il faut qu'ils restent éveillés sur l'évolution de la société, notamment des jeunes générations et la nouvelle société à construire. La politique conduite par François Hollande, par Manuel Valls, et cette politique qui a repoussé les électeurs, je pense qu'il n'a pas donné envie aux électeurs d'aller voter PS, socialiste. Il y a plusieurs éléments. Il y a l'idée peut-être que le Parti socialiste a perdu les raisons de sa création et de ses combats. Je pense personnellement et que ces combats-là ne sont pas périmés et que le courant de pensée sur lequel le Parti socialiste s'est construit n'a pas disparu. C'est quoi ce courant de pensée ? C'est ce qui s'est construit pendant la révolution industrielle au début du siècle, où il a fallu combattre, parfois au prix de sa vie, pour l'émancipation de la classe ouvrière. Puis ensuite, avec la classe ouvrière, il y a la classe maintenant des ouvriers du secteur tertiaire, des petits paysans, de la précarité, etc. C'est-à-dire donner une voix aux sans-voix. C'est ça qui a été l'identité du Parti socialiste. Et cette identité-là, elle existe dans la société française. On en a besoin, et on en a besoin à l'échelle de la planète. Et je puis vous dire, pour avoir beaucoup déplacé, que ces combats qui ont été gagnés en France avec le Front populaire, avec cette histoire au long cours de l'émancipation des plus précaires, des plus fragiles et des moins chanceux, c'est un combat majeur qui reste à conduire à l'échelle de la planète. Donc je crois que cette identité-là, elle reste à reconstruire. Mais elle n'a pas été suffisamment prise en compte. Le Parti socialiste, sans doute, n'a pas suffisamment travaillé. Et surtout, comme la gauche était aux responsabilités, là, à l'heure où nous parlons, c'est elle qui, par définition, a subi la sanction la plus forte, puisque le rejet de ceux qui sont aux responsabilités, par rapport aux difficultés que j'évoquais tout à l'heure, et notamment à la façon dont, pendant 5 ans, les Français ont été énormément bousculés, je crois qu'il y a un besoin d'accalmie. Et le fait de choisir un courant centriste, vous voyez, ça représente en identité quelque chose. Ils vont plus se disputer comme des chiffonniers, c'est le centre, ils vont essayer de se mettre d'accord. Au sein du Parti socialiste, vous vous souvenez du congrès de Reims ? Vous avez dit souvent, on m'a volé la victoire. Mais c'est vrai. 2007, la présidentielle. On m'a mis des bâtons dans les roues. Dans mon propre camp. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je pense que l'effondrement du Parti socialiste ou l'effondrement de la droite, elle a pris plusieurs années. Elle était déjà en germe en 2007. Puisqu'en 2007, j'avais déjà, vous vous souvenez, fait une offre politique d'alliance au centre. Et les mêmes que vous citiez tout à l'heure m'ont traité de tous les noms à cette époque, parce que je trahissais, soi-disant, le Parti socialiste en tendant la main à François Bayrou. Donc, vous voyez, 10 ans après, ça se passe. Donc, je pense que cette décomposition politique a été longue. Et de même, j'avais tiré la sonnette d'alarme sur la question de la rupture entre les responsables politiques et les citoyens avec la démocratie participative, en disant à un moment, il faut trouver d'autres formes d'expression de la liberté de penser et du militantisme qu'autre chose que l'adhésion à des partis politiques, des réunions de section, des méthodes totalement dépassées par rapport à la vie contemporaine. Nous allons dépasser le Parti socialiste parce que, est-ce qu'il est en voie de disparition, là ? Je ne sais pas, mais...
Est-ce qu'il faut changer le nom? Certains disent qu'il faut changer le nom. Je crois qu'il faut distinguer l'organisation politique, qui est en voie effectivement d'épuisement et de disparition. Ça, c'est peut-être assez salutaire, si l'on veut que les organisations politiques ne l'emportent pas sur les idées qu'elles défendent, et que j'ai rappelé tout à l'heure, brièvement, sur les grands fondamentaux de la gauche. Ça veut dire concrètement, Jean-Christophe Cambadélis doit s'en aller, on doit tout recomposer. Comment concrètement peut-on faire? Pouvez-vous faire? C'est aux militants. C'est pas le mien. C'est aux militants de le décider. Vous êtes toujours membre du Parti Socialiste, Ségolène Royal. Oui, vous allez le rester, non? Ah bon, vous ne savez pas? Je ne sais pas, oui. Vous pourriez changer? Je pense que oui, bien sûr, parce qu'il va y avoir sans doute une recomposition. En tout cas, il faut que quelque chose se passe qui continue à porter ces questions-là de justice sociale et d'émancipation par l'école. Vous voyez, je pourrais être beaucoup plus longue sur ça, mais c'est quand même des idées extraordinaires qui ont fait l'histoire de notre siècle et qui se ressourcent avec des problématiques nouvelles. Pour ça, d'ailleurs, que j'ai écrit un livre sur la justice climatique, toujours sur cette problématique. Je vais revenir sur le climat, parce qu'il y a de nouvelles inégalités face à la santé, face à la qualité alimentaire, face à la pollution, et ce sont toujours les mêmes, les plus précaires, les plus modestes, qui trinquent et qui sont confrontés aussi aux évolutions négatives. Donc ce combat-là, il faut le ressourcer. Alors vous n'avez pas décidé de vous retirer de la vie politique? Ah non. Ah non. Non, mais il y a plusieurs... Oui, il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons. Alors, regardez le fait même de vous parler, ça fait partie de la vie politique. J'essaie de mettre en commun aussi les réflexions. Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je vais continuer le combat climatique d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc là, je crée l'association qui porte le nom d'ailleurs de Manifeste pour la justice climatique, parce que beaucoup de gens qui ont travaillé avec moi de façon acharnée pendant ces 3 années aussi, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de choses à faire et ne pas abandonner toutes celles et ceux qui demandaient où est-ce qu'on peut continuer à se retrouver, à travailler, à réfléchir, à échanger. Voilà, et puis ensuite, je mettrai mes compétences au service du combat climatique et au service de ce gouvernement, parce que je pense... Service de ce gouvernement? Oui, bien sûr, oui. Oui, ça veut dire sous quelle forme? C'est à ministre, pourquoi non, pas? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Ministre, mais comment pouvez-vous mettre en continuant vos sur le climat, en continuant sur la question du... Parce qu'il ne faut pas que la France perde le leadership climatique. Et ça peut être très vite fait, la perte d'un leadership. Nicolas Hulot Oui, bien sûr, oui. Bien sûr, oui. Nicolas Hulot, Jean-Yves Le Drian, oui, sur les questions climatiques. Oui, on est en discussion d'ailleurs. Vous êtes en discussion? Oui. Pour avoir un rôle. Oui, parce qu'au moment du remaniement, donc quand Emmanuel Macron m'a appelé en disant il n'y a pas... Il paraît qu'il vous a appelé très tard. Oui, très tard. Très tard, c'est-à-dire 1 heure avant la nomination du gouvernement. Oui, voilà. Donc, je connais ça, les gouvernements, il y a toujours des ajustements de dernière minute. Donc, j'ai été la variable d'ajustement. C'était pas très agréable, mais enfin, je comprends aussi, j'ai de l'expérience, donc je comprends aussi les contraintes gouvernementales. Mais ce que j'aime aujourd'hui, c'est que vous avez votre liberté de parole, là, exactement. Et ça change, toujours ça fait du bien, toujours avec beaucoup de respect. Et donc, au moment de cet appel, Emmanuel Macron m'a dit, et j'ai apprécié d'ailleurs, parce qu'on s'est toujours apprécié dans ce gouvernement, en travaillant ensemble, que bien évidemment il comptait sur moi pour continuer à aider la question de la France et du travail sur les sujets opérationnels du combat climatique. Parce que derrière, il y a des combats économiques aussi, création d'activités et d'emplois. Est-ce que certains disent il y a un danger, 400 députés autour, plus, moins, 400 députés pour La République En Marche, c'est un danger démocratique? Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce qu'il y a un danger démocratique dans le fonctionnement de nos institutions? Non, il n'y a pas de danger démocratique, mais il y a une vraie question à résoudre qui est celle du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que pendant 5 ans, il n'y a pas eu de grande réforme du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Donc vous avez un système aberrant sous certains aspects, où vous passez des heures, des centaines d'heures, j'en sais quelque chose, parce que j'ai fait voter 2 lois. Je me souviens, il y a une séquence même où j'ai pas dormi pendant 2 jours et 2 nuits. Je ne sais pas comment d'ailleurs physiquement j'ai tenu au banc de l'Assemblée nationale, mais un système d'élaboration de la loi qui ne correspond plus, là aussi, à notre époque. Et
donc, il va falloir réformer le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et finalement, cet énorme groupe parlementaire va rendre obligatoire, et ça c'est une bonne chose, donc l'effet positif de ce groupe va rendre obligatoire la réforme de la procédure parlementaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut à la fois trouver une utilité pour ces députés, qu'ils ne soient pas que des godillots à lever la main, oui, non, vous votez ça, vous taisez, vous fermez votre bouche, ça ne va pas marcher. Donc, il faut trouver un système beaucoup plus équilibré entre l'initiative parlementaire, mais qui ne tombe pas dans la pagaille ou dans un temps illimité, qui, là aussi, décrédibilise la politique. Je vais vous donner un exemple. Il y a un projet de loi qui passe en Conseil des ministres, qui est annoncé. Les Français qui entendent ça se disent, c'est fait. Oui. C'est fait. Et puis 2 ans après, c'est toujours pas voté. Les textes d'application ne sont pas pris. Et la deuxième réforme fondamentale à faire, c'est que les textes d'application d'une loi doivent être prêts au moment du débat parlementaire et doivent sortir presque en même temps que la promulgation de la loi. En tout cas, c'est ce que je me suis efforcé. J'aurais adoré, vous le savez. Je sais que vous auriez adoré. C'est pour ça. Mais là, je ne suis pas. Est-ce que ce serait bien qu'une femme, d'ailleurs, préside l'Assemblée nationale ? Là. Mais vous savez, sur ces questions femmes-hommes, j'ai trop de respect pour je sais trop ce que c'est que le combat de l'égalité homme-femme pour éviter de tomber dans le gadget. Là, il faut une femme, ou là, il faut prendre le meilleur. Et quand à égalité de compétences, pendant des siècles, on a d'abord choisi les hommes à égalité de compétences, là, ça va pas. Ou quand on demande plus de compétences à une femme... Cela dit, il y aura plus de femmes à l'Assemblée nationale, c'est bien. Oui, je pense que le nombre de femmes va augmenter. Va augmenter, c'est bien. Ça va féminiser l'Assemblée nationale, c'est bien. Édouard Philippe dit « Je suis favorable à une dose de proportionnelle, mais je m'interroge sur le niveau. » Vous êtes favorable à une dose de proportionnelle pour l'élection des députés ? Je pense que ça serait plus juste. Et en même temps, c'est toujours assez scabreux de modifier le mode de scrutin. Surtout quand l'Assemblée vient d'arriver. Vous voyez, ça suscite des débats, des controverses. Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. C'est la lutte contre le chômage, c'est la question des inégalités, c'est la question de l'invention de l'économie du futur, de l'économie, la green économie, notamment l'économie verte, etc. Donc c'est comment est-ce qu'on pousse en avant l'énergie des Français pour créer des activités, pour garder des leaderships sur beaucoup de secteurs économiques. Une discussion à Bruxelles est en cours depuis maintenant plusieurs mois, même des années, sur les normes concernant l'agriculture bio, les producteurs bio. L'Europe voudrait assouplir certaines de ces normes. Il faut absolument, j'imagine, que le gouvernement français fasse attention, Ségolène Royal. Ah oui. Vous le mettez en alerte. Ah oui, absolument, car les lobbies de production de l'industrie chimique des intrants agricoles sont très puissants à Bruxelles. J'ai l'occasion de l'éclaircir, parce qu'en France, vous savez, j'ai réussi quand même à interdire les pesticides, les néonicotinoïdes, les phtalates, tous ces produits intégrés dans les productions. Est-ce que le gouvernement va tenir bon sur ces questions ? J'espère qu'il va tenir bon. Moi, je fais toute confiance à Nicolas Hulot pour continuer ce combat. D'ailleurs, il m'a dit que tous les acquis, il allait veiller à ce que tous les acquis obtenus au cours de ces années-là et de ces combats difficiles que j'ai remportés, il va les poursuivre. Et je sais qu'il aura à la fois l'énergie, la conviction, parce que c'est un homme d'engagement, c'est un militant de la cause environnementale. Et je sais aussi que les organisations, les ONG, les associations vont être particulièrement vigilantes. Et les consommateurs, il faut que les consommateurs soient vigilants. Mais vous voyez, ce qui se passe, c'est que comme il y a une montée en puissance de l'agriculture bio, l'agriculture intensive au niveau européen, ou tous les marchands, les firmes multinationales qui vendent les pesticides se voient menacés. Eh bien, moi, je leur dis, investissez dans les produits naturels, puisqu'il y a un marché. Donc, au lieu de freiner toujours les choses, qui est en pleine progression, investissez dans les produits naturels et nous interdirons les pesticides qui portent gravement atteinte à la santé. Je vais vous lire et à la santé des agriculteurs. Je vais vous lire un tweet qui va vous faire plaisir. Merci Ségolène Royal pour l'arrêté du 3 mai qui interdit la reproduction des dauphins et des orques captifs. Oui. Oui. Est-ce qu'il faut aller très loin, interdire les animaux dans les cirques, par exemple ? Il faut faire plus sur le bien-être animal. Beaucoup plus sur le bien-être animal.
Regardez ce qui se passe aussi dans les abattoirs. Il va y avoir un procès d'ailleurs d'une association qui a mis des caméras cachées dans un élevage de porcs. Ben moi je leur dis bravo à cette association et j'espère que ce procès sera exemplaire, qu'elles auront gain de cause et que dans tous les abattoirs il doit y avoir des caméras si c'est ça, et confier cette responsabilité aux associations parce qu'elles ont eu le courage de faire ça. Alors c'est une atteinte au droit de propriété, etc. Et bien tant mieux. Et vous voyez, ces combats-là, ils méritent d'être portés parce qu'une société, une civilisation se mesure aussi à la façon dont elle traite les animaux. Merci Ségolène Royal d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h55.